Honneur et respect, mesdames et messieurs. Avant toute chose, nous tenons à reconnaître que nous sommes sur territoire Mohawk non cédé et à remercier nos frères et sœurs des Premières Nations de nous y accueillir. Mon nom est Maggie Metellus, membre du conseil d'administration de la Société Elizabeth Fry du Québec. Et c'est avec honneur que j'agirai comme maîtresse de cérémonie de cette rencontre-conférence sur la situation des femmes dans le système pénal. Très chaleureuse bienvenue à chacune et chacun. Mon rôle sera un rôle de facilitatrice. D'abord, je vous présente. Vous avez tout le monde a eu copie du programme et du déroulé. Donc, en 3 parties. La première partie sera une discussion avec 4 conférencières que nous remercions encore de leur participation, qui sera animée par Jean-François Nadeau. Il y aura une pause de 15 minutes en deuxième partie, conférence de Madame Rosemary Barberet, que nous saluons chaleureusement aussi et merci d'avoir accepté l'invitation. Et on conclut par un cocktail pour souligner quoi? Les 40 ans de la Société Elizabeth Fry du Québec. Bon, déjà, on va applaudir ça. Hein? J'aimerais prendre le temps aussi de signaler que nous avons un vidéaste avec nous, Louis. Bonjour, bienvenue. Sa caméra va rester fixée ici. Nous avons aussi un photographe, John. Bonjour, John, qui aimerait, à l'occasion, prendre une photo de la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire tirer le portrait aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a? Non, personne? Tout le monde est d'accord? Bravo. Merci. Merci infiniment. Pour ne pas remettre ça plus tard, je voudrais tout de suite souligner le travail extraordinaire, inestimable, irremplaçable d'Anne-Céline Genevoix, coordonnatrice de l'événement. Hein? Merci. Merci beaucoup et vraiment chapeau. Chapeau. Et jusqu'ici, tout va bien. Et ça va continuer à bien aller. Avant de céder la parole à Mme Gagnon, permettez-moi de prendre le temps de souligner la présence de M. Gabriel Germain, représentant de la députée Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin et porte-parole officielle de l'opposition en matière de conditions féminines. M. Germain, bonjour et merci de vous joindre à nous. J'invite maintenant donc la directrice générale de la Société Elizabeth Fry du Québec, Mme Ruth Gagnon. Alors, bonjour. Premièrement, je tiens à vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Votre présence en si grand nombre nous fait extrêmement plaisir. Alors, dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de la Société Elizabeth Fry, nous vous proposons une conférence qui porte sur les enjeux concernant la situation des femmes dans le système pénal. La conférence a pour objectif d'introduire une discussion sur la place qu'occupent les femmes au sein des politiques pénales, ici comme à l'international. La conférence est en 2 temps. Nous débutons par une table ronde avec 4 femmes qui, dans leur champ d'expertise respectifs, ont réfléchi à ces enjeux. Cette prise de parole sous forme d'échange se veut une conversation où nous serons invités à poursuivre avec elles cette discussion. En deuxième partie, Mme Barberet, spécialiste des questions systémiques sur les femmes et les politiques pénales, nous introduira, entre autres, au concept de la criminologie féministe, tout en nous informant des meilleures pratiques au plan international. Une occasion de regarder ce qui se fait ailleurs et de nous en inspirer. Le cadre de la conférence nous propose une réflexion entièrement axée sur les femmes en regard de leur réalité et de leurs besoins. Notre défi aujourd'hui est de rester centré sur cette prémisse. Il est très facile dans un environnement où tout a été développé pour répondre aux besoins de la majorité masculine de nous comparer aux hommes et de nous limiter à leur réalité.
Entre autres, c'est ainsi qu'à toutes les époques, les femmes ont hérité d'institutions carcérales mal adaptées à leurs besoins. Nous avons l'opportunité d'amorcer une réflexion qui pourrait nous permettre d'introduire de nouveaux paradigmes, de décloisonner nos politiques et nos pratiques, nous permettant d'intervenir en amont du système pénal par des programmes de déjudiciarisation, d'offrir aux femmes de réelles voies alternatives à l'incarcération. Espérer un traitement pénal différencié pour les femmes qui tiennent compte d'enjeux systémiques tels que leur statut de minoritaire dans le système pénal et en milieu carcéral, leur pauvreté, leur victimisation, leur responsabilité parentale, leur appartenance à une communauté culturelle et aux Premières Nations. Aussi, la conférence est une occasion de réfléchir à des pistes d'action prometteuses afin de mieux répondre aux besoins des femmes judiciarisées au sein du système pénal et correctionnel. Alors, merci et bonne conférence. Merci, Madame Gagnon, pour cette mise en contexte. Et maintenant, place à la table ronde. J'invite Louise Langelier-Biron, et je vous invite à prendre place, professeure émérite de l'Université de Montréal. Elle a enseigné à l'école de criminologie de 1980 à 2000. Elle obtient son doctorat en criminologie, risque et délinquance en 1978 à cette même université. Elle a agi pendant plusieurs années comme commissaire communautaire pour le compte de la Commission des libérations conditionnelles du Québec. Madame Biron, merci d'être là et bienvenue. Catherine Chenet, titulaire d'un doctorat en santé des populations de l'Université d'Ottawa, Madame Chenet est aussi professeure à l'école de travail social de l'UQAM. Ses travaux portent sur les expériences des personnes en situation de marginalité et d'exclusion, les pratiques qui les visent, ainsi que l'intervention avec les groupes. Madame Chenet, merci encore et bienvenue. Madame Monique Hamelin, bachelière en philosophie et en psychologie, puis détentrice d'une maîtrise en criminologie, Monique Hamelin publie une version augmentée de son mémoire de maîtrise sous le titre « Femmes et prison » en 1989. Madame Hamelin, bonjour et merci encore. Madame Marion Vacheret, professeure à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, est spécialiste de la sociologie carcérale et privilégie la recherche qualitative et l'ethnographie. Madame Vacheret, merci encore d'être là. Et pour animer cette table ronde, Monsieur Jean-François Nadeau, historien et journaliste au quotidien Le Devoir. Monsieur Nadeau, bonjour et merci. Alors, merci beaucoup d'être ici en si grand nombre. Je veux dire que je suis honoré, touché, flatté qu'on ait pensé à moi pour cette animation, bien que je sois extrêmement occupé et que Le Devoir ait brûlé il y a quelques jours. Il me fait toujours aussi plaisir d'être là aujourd'hui parce que c'est un sujet social qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et je pense que, nonobstant le fait que nous sommes dans une très belle salle aujourd'hui, c'est une salle qui est très agréable, que j'ai l'habitude de fréquenter comme historien parce que, bien sûr, je travaille aux archives tout à côté, je pense qu'elle est aussi riche, au fond, de balises qui peuvent nous aider à comprendre cette situation. C'est-à-dire que c'est à la fois maintenant les archives nationales, mais vous êtes là où ont été formés pendant des années des gens d'affaires. C'était les HEC ici, les hautes études commerciales. Alors, il est invraisemblable, je crois, et vous serez tous d'accord avec moi, de penser ce problème-là auquel nous faisons face, ou qu'on va discuter aujourd'hui, en dehors des termes d'une justice sociale, d'une répartition sociale, du capital, d'une certaine façon. Et il me semble que ce lieu-là détermine un peu tout ça, puisqu'on va à la fois parler d'histoire, mais de conditions actuelles dans la vie. Alors, permettez de m'asseoir et je vais continuer, bien sûr, par remercier donc Mme Genevoix d'avoir été extrêmement patiente avec moi, puisque je ne suis pas très facile à joindre, bien qu'on finisse toujours par s'entendre, et Mme Gagnon d'avoir si gentiment sollicité ma collaboration
dans cet événement. J'aurais tendance à demander à nos deux seniors, si j'ose dire, de nous expliquer, seniors au sens de majeur, de nous expliquer un peu au fond, puisque je vais vous dire d'abord peut-être comment ça va fonctionner. On va échanger entre nous très rapidement. Elles auront l'occasion là en quelques instants de nous dire un peu où elles en sont dans leur démarche. Vous les connaissez mieux que moi de toute façon. Ensuite, on aura un échange sur quelques thèmes. Ce sera assez dynamique. Mais vous, surtout, qui êtes là parce que vous avez des choses à dire là-dessus, vous aurez l'occasion d'intervenir. Je vous demanderai à ce moment-là de vous présenter. Il y a des micros de part et d'autre de la salle. Donc, vous vous présentez, posez votre question. Et on aura un échange comme ça pendant une bonne portion du temps qui nous est imparti, puisqu'on a 1h30 ensemble à passer. Donc, vous inquiétez pas, ramassez vos questions. Puis, ça va se passer dans la salle aussi beaucoup, ce que je trouve très, très agréable. Alors, je vous demanderai d'entrée de jeu un peu d'essayer de nous situer d'une part votre pratique par rapport à la situation actuelle. Qu'est-ce que vous en voyez? De nous dire un peu d'où vous venez, ce que plusieurs d'entre vous savez déjà, mais on va en apprendre. En tout cas, moi qui suis un curieux, je suis tout à fait ravi de vous entendre. Madame Langelier, peut-être pour commencer, oui. D'abord, je voudrais souligner l'absence de micro. Non, est-ce que vous m'entendez? Oui. Désolée, OK. Je voulais d'abord souligner l'absence de Mme Renée Colette. Je pense que quelques-uns, peut-être les plus vieux, savent de qui je parle. Elle a été présidente de la Commission québécoise, c'est bien connu, de Libération conditionnelle du Québec, mais elle était surtout au tout début de la fondation de la Société Elizabeth Frye du Québec. Et comme elle est retenue pour des raisons de santé, évidemment, elle ne peut pas être ici, et puis on lui souhaite toutes sortes de bonnes choses. Alors, on m'a demandé de jeter un certain éclairage, et puis, c'est sûr, j'ai quitté le milieu depuis un certain temps, puis pour tout vous dire, j'habite maintenant beaucoup à Gaspésie, alors je suis encore plus coupée de tout ça. Mais il y a deux remarques qui me sont venues en essayant de réfléchir au parcours, et l'une de ces remarques-là, c'est que tous les changements suivent toujours à peu près une courbe normale. À un moment donné, les choses vont tellement mal qu'il faut réagir. À partir de là, il y a une espèce d'effervescence, de mise en commun des compétences, de toutes sortes d'affaires qui sont extraordinaires. Et on est très content de tout ça. On flotte là-dessus pour apprendre un peu plus tard qu'on est redescendu au point de départ. Alors, je pense qu'il faut vivre avec ça, mais il faut peut-être aussi s'encourager à un moment donné pour dire que quand les choses vont mal, elles peuvent aller mieux. Ou plus mal. Ou plus mal, mais en général, je suis optimiste. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que, puis ça, c'est venu à la suite de quand on avait écrit le livre Prison pour femmes, on avait visité plusieurs institutions pénales qui se disaient forcément novatrices. On n'a pas fait exprès pour prendre les pires. Et puis, une chose qui m'est apparue à ce moment-là, c'est que dans toutes ces institutions qu'on a visitées, les changements qu'on a observés tenaient pas à un ensemble, pas aux directives du ministère, pas à toutes sortes de choses comme ça. Elles tenaient à une personne qui voulait vraiment que ça change. Et ces personnes-là avaient un cran à tout rompre. Elles menaient des dossiers envers et contre tous. Je voudrais quasiment utiliser le mot, se fichaient complètement des directives officielles. Et obtenait des résultats extraordinaires, un peu parce que elle n'avait pas une trajectoire de carriériste. Au fond, elle se fichait qu'on les mette dehors, c'est ça qui arrivait. Ce qu'elle voulait, c'est vraiment changer les choses. Et puis peut-être qu'après-midi, entre nous, on peut réfléchir là-dessus et puis trouver des façons de faire pour contourner des fois des directives qui sont un peu difficile, et puis changer les choses. Alors là-dessus, je vous laisse. Pas pour longtemps. Non. Est-ce qu'on a certaines émissions? Oui. Madame Hamelin? Alors, tout d'abord, je veux vraiment dire bravo à la Société Elizabeth Frye
Elle a été là 40 ans à œuvrer auprès des femmes justiciables, à créer des programmes novateurs, puis à assumer un leadership dans son milieu. C'est vraiment, je dis, chapeau pour cette durée. Je dois aussi vous dire que si je suis heureuse d'être là, j'ai été surprise de l'invitation. Ça fait 30 ans que je suis, à toute fin utile, hors circuit de criminaux. C'est pas en intérêt, mais mon emploi n'était pas directement relié à la criminaux, mais la question des femmes est restée pour moi très présente tout au long de ma carrière. J'ai été au Conseil du statut de la femme donc ça a été là une grande partie de ma carrière. Et donc, la société m'explique, devant ma résistance à participer à cette table ronde, que femmes et prison, c'est malheureusement toujours d'actualité. Donc, le temps c'est très long avant de réussir à mettre de l'avant des changements. La Femmes et prison, c'était une étude sur les coûts sociaux du système pénal pour les femmes, sur leur trajectoire post-pénale. Donc, je regardais ce qui arrivait quand elles étaient sorties de détention. Je vais retenir 4 éléments que je vais très brièvement aborder. Des recommandations et commentaires que j'ai passés à l'époque. Donc, mon hier, c'était il y a 30 ans, quand j'ai fait cette recherche, et aujourd'hui, c'est quelques données que je suis allée glaner pour préparer cette intervention. Alors, hier comme aujourd'hui, trop de détention préventive. Hier comme aujourd'hui, trop de peines d'incarcération. Dans une province, un pays où la détention est la mesure ultime, la peine la plus sévère, c'est pour moi un outil à utiliser avec parcimonie. Détention, une mesure de dernier recours, cela ne doit pas servir de porte tournante où la majorité des peines sont de moins d'1 mois et d'une durée effective encore moindre. Hier, j'abordais les fouilles vaginales rectales. Aujourd'hui, je parlerai des fouilles à nu. Par exemple, toutes les sorties médicales sont accompagnées d'une fouille à nu avant de partir et au retour. À l'époque, le protecteur du citoyen et la Commission des droits de la personne ont invoqué la dignité et l'intégrité de la personne pour minimiser les fouilles vaginales rectales. Aujourd'hui, une nouvelle analyse féministe nous permettrait de dire qu'il faut tenir compte que dans nos sociétés occidentalisées, le corps de la femme est surinvesti comme objet sexuel et les fouilles à nu portent atteinte à la dignité et l'intégrité des femmes. Ces pratiques qui inlassablement se répètent dans le milieu carcéral, les femmes doivent s'anesthésier pour passer à travers. Hier, la détention mère-enfant n'existait pas ou n'existait plus au Québec et au Canada. Hier, comme aujourd'hui, je m'interroge sur les bénéfices réels pour les enfants si nous tenons compte de la distribution des coûts sociaux du système pénal sur les enfants lors de leur vie à l'intérieur des murs. Si bénéfice il y a, je privilégierais, comme au Danemark, en tout cas quand je suis passée dans les années 90, les enfants en détention avec leurs parents, parce que ça peut être autant l'homme que la femme, le père ou la mère. Donc, les enfants se rendent à la garderie du quartier tous les jours. Ils ne restent pas en détention. Et donc, ils retrouvent leur mère le soir et durant la journée, la mère peut s'occuper à se donner des qualifications
qui vont lui assurer un meilleur emploi à sa sortie. Vous nous en regardez pour tout à l'heure. Hein? Oui. D'accord. Je reviendrai avec l'analyse féministe. Madame Chenet, peut-être? Ça vous va? Bien Oui. sûr, ça me va. Bon. Oui. Je vais me présenter. J'ai été présentée. Donc, Catherine Chenet. D'abord, je remercie la Société Elizabeth Fry d'avoir pensé à moi, de m'avoir invitée aujourd'hui. Comme vous l'avez peut-être vu dans le programme, en fait, comme vous le voyez aussi, je suis la seule qui n'est pas de la criminologie. Moi, en fait, je viens du champ du travail social. Et les femmes incarcérées, les femmes judiciarisées, criminalisées, c'est pas nécessairement un objet de recherche courant en travail social. Donc, je situe un peu mon parcours pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à m'intéresser à la question. Donc, en fait, c'est comme travailleuse sociale que je me suis intéressée à la question du système pénal et de la prison. J'ai été pendant quelques années travailleuse sociale auprès des jeunes de la rue, aux prises avec des problèmes de dépendance et de toxicomanie sévère. Et j'ai été, comme travailleuse sociale, aux premières loges du phénomène des portes tournantes de la prison. Donc, ce que j'ai observé, c'est que des jeunes allaient en prison pour des infractions qui étaient liées à leur occupation de l'espace public, à des stratégies de survie comme le squeegee ou la pratique du travail du sexe, étaient incarcérés une première fois. Et ces jeunes, suite à leur sortie de prison, étaient en moins bon état. On pourrait penser en termes de facteurs psychosociaux ou de santé. Ils étaient poqués, comme on dit, après une première détention. Et là, s'enclenchait un cycle des portes tournantes entre la rue et la prison, où ces jeunes, à cause de bris, parce qu'ils ne pouvaient pas respecter leurs conditions de probation ou libération conditionnelle, se retrouvaient en prison à répétition. Donc, cette expérience-là m'a amené à m'intéresser à la question des femmes et de l'expérience des femmes incarcérées dans les prisons provinciales, plus particulièrement ce qui entrait à leur santé. Et pourquoi j'en suis arrivée à la question des femmes, c'est que les femmes sont très invisibles encore, malheureusement, dans les écrits, dans les recherches là, sur ce type de population-là. Et en fait, quand on s'intéresse à la question de la santé des femmes incarcérées, surtout dans les prisons provinciales, le portrait qu'on peut en faire est en fait très sombre. Les femmes incarcérées sont en moins bonne santé que les femmes qui sont non incarcérées. Et les femmes incarcérées sont aussi en moins bonne santé que les hommes qui sont incarcérés. Et ce, dans plusieurs sphères. Donc, on peut penser aux maladies infectieuses. Donc, les taux de prévalence de VIH et d'hépatite C sont plus élevés parmi les femmes incarcérées, surtout dans les prisons provinciales. On peut parler des maladies chroniques, donc le diabète, l'hypertension, l'asthme. Évidemment, on peut aussi parler des troubles mentaux, en particulier l'anxiété, la dépression et aussi, évidemment, le syndrome post-traumatique. Donc, une explication qu'on pourrait faire pour cet état de fait serait de dire qu'en fait, c'est la détention, les conditions de détention ou même l'enfermement qui causerait cette mauvaise santé des femmes, si vous voulez, comme dans les prisons. Mais en fait, les écrits et les recherches nous montrent que oui, en effet, la détention puis l'enfermement ont un effet négatif sur la santé des femmes, mais qu'il y a quelque chose d'autre derrière ça. Ça ne peut pas expliquer cet écart-là, surtout l'écart entre les hommes incarcérés et les femmes incarcérées. Et en fait, on peut avoir une explication si on regarde qui sont ces femmes qui sont incarcérées, quelles sont leurs caractéristiques psychosociales. Donc, on sait que les femmes sont en situation de pauvreté, en très grande majorité. On sait que la moitié d'entre elles n'ont pas complété leur secondaire 5. On sait qu'elles sont à la tête, quand elles sont mères, elles sont habituellement à la tête de familles monoparentales. On sait que les femmes racisées sont surreprésentées dans nos prisons, en particulier les femmes autochtones. Et ça, ce que ça va démontrer, en fait, c'est que les femmes sont en mauvaise santé avant même d'arriver en prison, de par leurs conditions de vie, de par les déterminants sociaux de la santé. Et la prison devient en quelque sorte un accélérateur des inégalités sociales qui sont déjà observées. Donc, pour moi, la santé, c'est un cas de figure qui nous invite à penser la situation des femmes dans le système pénal au-delà du système lui-même, au-delà de la notion du crime. Il faut donc interroger pourquoi et comment les femmes les plus pauvres, les femmes les plus vulnérables, les femmes les plus marginalisées de notre société sont celles-là qui sont les plus à même d'être les prises en charge par le système pénal. Alors, voilà. Blanchette. Merci. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne parfait. Donc, moi, je vais prendre le relais. Alors, merci beaucoup à la Société Elizabeth Fry pour son invitation d'aujourd'hui. Moi aussi, je dirais que j'étais pas surprise parce que je travaille dans les questions carcérales et pénales, mais c'est vrai que je suis plus
point de vue des hommes. J'ai beaucoup plus travaillé sur l'incarcération des hommes que celle des femmes. Donc, je suis d'autant plus contente de pouvoir justement amener ma connaissance du système aujourd'hui. Je voudrais rebondir beaucoup sur déjà ce qu'ont dit les collègues précédemment, parce que on a mis vraiment l'accent sur le fait que les problèmes d'hier sont encore les problèmes d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui semble le ressortir vraiment beaucoup. Et en fait, l'ensemble des travaux sur lesquels j'ai travaillé amène vraiment une réflexion sur le système pénal en général. C'est-à-dire que on se rend compte, on s'est rendu compte au cours des décennies qu'il y avait vraiment une évolution des sociétés actuelles vers ce qu'on appelle un tournant punitif, et où vraiment aujourd'hui, même si on va encore dire l'incarcération c'est dernier recours, même si on dit encore on croit à la réinsertion sociale, etc., on privilégie l'incarcération. C'est vraiment le mode d'intervention qui est privilégié en matière de délinquance, et un mode d'incarcération qui se veut de plus en plus punitif. Il y a vraiment une transformation à la fois de la conception de la prison et à la fois des discours sur la prison, parce que les gens veulent que celle-ci soit punitive, fasse mal. On est dans un regard sur l'incarcération qui est très coercitif. Et là-dedans, les femmes sont les grandes perdantes, parce que l'évolution des politiques et des réflexions sur les femmes qui ont mis beaucoup de temps à émerger, contrairement aux hommes où finalement c'est dans les années 60-70 qu'on a remis en question beaucoup de choses. Pour les femmes, c'est à la fin des années 80, début des années 90, et l'évolution où on a commencé à vraiment se questionner a correspondu au début du tournant punitif. Donc elles ont été extrêmement perdantes, parce qu'au moment où on se conscientisait, elles ont eu à faire face à justement plus de punitions, plus de coercition, donc il y a vraiment un enjeu macro-sociologique derrière ça qui est très important. Et elles sont aussi les grandes perdantes de tout le formalisme. Monique Hamelin a beaucoup parlé des problèmes de fouilles, des problèmes de ce vécu-là, qui est le vécu de l'incarcération. Il y a eu beaucoup de normalisation par rapport à ça, avec des lois, des règles, toute une législation pour éviter ça, mais en même temps un développement technologique, un développement de tout ce qui est contrôle, qui fait que malgré ces évolutions-là, elles se retrouvent de plus en plus soumises à de l'intrusion, soumises à des contrôles, on est dans un modèle de gestion des risques, et gérer les risques, c'est contrôler les populations et c'est contrôler les individus. Et donc, ce phénomène-là a vraiment un impact sur les personnes incarcérées, hommes et femmes, et sans doute plus encore sur les femmes, parce que elles sont parties de plus loin et elles n'ont pas eu le temps d'avoir les gains que les hommes ont pu avoir. Donc c'est un petit peu l'objet des réflexions que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Eh bien, il y a matière, hein? Moi, je vous écoute. Absolument, on peut passer tout l'après-midi sans problème. Je me souviens avoir lu chez les Irlandaises, qui arrivent très, très nombreuses à la suite des maladies de la patate en Irlande. Hein? Vous savez que hors d'Irlande, c'est au Québec où il y a le plus d'Irlandais. Les cimetières en sont pleins. On est tous en partie irlandais, probablement. Vous, c'est encore plus sûr, parce que vous avez un peu de... Enfin, et on voyait dans les récits du 19e siècle ce phénomène de porte tournante dont vous parliez à l'instant, qui est phénoménal. C'est-à-dire que ces femmes qui sont parmi les plus exclus se retrouvent dans une situation du 16e au 17e siècle. Elles sont punies de par leur pauvreté même. Hein. C'est leur pauvreté qui fait en sorte qu'elles entrent dans un système où elles s'appauvrissent. À cet égard-là, qu'est-ce qui a changé? Moi, je voudrais vous entendre. Puis il y a des perspectives qui sont intéressantes. La perspective féministe là-dessus est riche, me semble-t-il. Ben, si vous voulez... Bien, je trouve ça intéressant, en fait, que vous souleviez la question des femmes irlandaises. Donc, au-delà de ma solidarité de... C'est un exemple. Oui. Non, c'est un exemple, mais ce que je trouve intéressant, vous parlez de cette accélération, pour moi, qui est une accélération des inégalités, de certains groupes qui vont se retrouver plus présents dans les prisons. Et pour moi, je pense les groupes les plus... en fait, le groupe pour qui c'est le plus frappant en ce moment, c'est les femmes autochtones. Presque 30%, hein? Même plus de 30%. Au Québec, puis en fait, au fédéral, oui. Puis en fait, c'est le groupe qui est en plus forte croissance
dans le milieu, dans le monde carcéral. Donc, autant dans les prisons provinciales que fédérales à travers le Canada, ce sont le groupe des femmes autochtones qui est en plus forte croissance. Alors que c'est moins de 1% techniquement de la population active, c'est ça? Oui, oui, autour de ça. Donc, ça donne une perspective, puis ça nous amène sur la question des femmes racisées. Là, je vais utiliser le terme racisé dans son... et le terme de race, pas comme étant une construction, pas comme étant, une catégorie objective, mais comme étant une construction sociale et qui réfère à des groupes qui ont été colonisés ou qui ont été marqués par l'esclavage. Donc, on parlait des femmes autochtones, des femmes noires là en particulier. Et ce qui est intéressant dans la littérature sur ces questions-là, c'est que les femmes racisées sont d'abord et avant tout, dans les discours sociaux, dans les stéréotypes, présentées comme des suspectes plutôt que des victimes. Donc, à la base, elles sont a priori suspectes de par leur appartenance à ces groupes. Ensuite, elles sont plus souvent l'objet de profilage. Donc, pour la même action, le même acte, elles sont plus à risque d'être interpellées par la police. Par la suite, si on fait chaque étape pour se rendre jusqu'aux portes de la prison, ces femmes sont aussi plus à même d'être l'objet de sentences sévères, donc des sentences carcérales, donc de se rendre à la prison. Et une fois en prison, elles sont plus à même d'être l'objet de sanctions disciplinaires. Et quand elles le sont, c'est de façon souvent plus sévère. Et finalement, elles ont moins accès à la libération conditionnelle. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment, à chaque étape, des femmes marginalisées, des femmes racisées sont plus à risque de se retrouver en prison. Et une fois en prison, elles sont plus à risque d'être punies et on va moins les sortir de prison. Et ça, je crois que c'est une constance. Vous parlez des femmes irlandaises et je pense que c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus, qui est de plus en plus documenté là, dans la littérature québécoise et canadienne. Donc, en un siècle, il y a une bonne constance. Hein? Sur ces enjeux-là, je dirais oui, malheureusement. Moi, je voudrais compléter, mais d'un point de vue plus macro-sociologique, on est dans un modèle où on gère des risques. Et en fait, les évaluations qu'on fait, c'est pour essayer avant de décider d'une sentence ou d'une mesure qui ne serait pas carcérale en cas de sentence, on va regarder le profil de la personne. Et c'est quoi les critères qu'on regarde? Est-ce que la personne a une famille stable? Est-ce qu'elle a un emploi régulier? Est-ce qu'elle a une situation socialement conforme? Or, si cette personne n'a pas ces critères-là, elle va être considérée comme un risque. Donc, elle va faire l'objet d'une mesure d'incarcération ou d'une non-mesure de libération. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a une sorte d'auto-alimentation où on va retrouver les plus pauvres qui sont perçus comme les plus potentiellement dangereux compte tenu de leurs problématiques. Et on renforce ce système-là sans même se poser la question sur la lecture qu'on se fait du phénomène. Donc, il y a vraiment une forme de discrimination qui se fait simplement par des modèles. On gère des risques et nos risques, pour nous, correspondent à nos critères sociaux de gens bien nantis, bien installés, qui n'avons pas de problème particulier. Donc, il y a vraiment un phénomène comme ça qu'il faut comprendre. J'ajouterais aussi par rapport à ma remarque que je faisais tout à l'heure, c'est qu'on a peur de prendre un risque parce qu'on a peur de se faire reprocher, on a peur de la réaction de la société, on a peur de perdre son poste, on a peur de toutes sortes de choses. Donc cette peur de prendre des risques finit par s'alimenter elle-même. La peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur finit par faire en sorte qu'on ne prend plus aucune décision qui ne soit pas béton, de peur de faire une erreur ou de glisser dans le décor. Vous m'avez raconté tout à l'heure l'histoire d'un lieu de transition. En fait, c'est amusant dans le contexte, là. Oui, c'est presque, c'est pas anecdotique parce que c'est une situation très triste, mais ça vous donne mon âge aussi. J'étais stagiaire dans les années 70, pendant les troubles d'octobre. Et ce que je vous disais, c'est que la directrice de la maison Tanguy, où j'étais à l'époque, était une femme absolument extraordinaire, Madame Boisseau. Et la directive du ministère à l'époque, et pour les plus vieux d'entre nous, on se souviendra du climat qui régnait dans les années 70 en octobre. Et elle m'avait dit, comme ça, tout bonnement, elle dit, ils doivent être fous, le ministère. Ils m'ont dit de ne pas appeler personne, que toutes les personnes qui rentraient ici, on n'en parlait pas. Elle a déjà appelé tout le monde. Elle dit, je leur ai dit, votre fille, votre soeur, votre femme sont ici, ne vous inquiétez pas. Et puis, elle dit, ils feront bien ce qu'ils voudront avec moi après. C'est la loi des mesures de guerre. C'est la loi des mesures de guerre. Mais ce que je voulais illustrer par ça, c'est que Mme Boisseau, elle n'avait peur de rien. Et puis, elle trouvait que c'était plein de bon sens de faire ce qu'elle a fait, ce qui était vrai. Et puis, à ce moment-là, elle s'est dit, si je veux me mettre à la porte, ils me mettront à la porte, je ferai d'autres choses. Mais c'est pas tout à fait le climat dans lequel on est maintenant. Oui. Madame Hamelin, vous parliez tout à l'heure de l'expérience
que vous aviez de fouilles vaginales, anales, tout ça, il n'y a pas plus tard que quelques mois, au devoir, on était encore à écrire sur des questions semblables, de fouilles répétées de gens qui, n'ayant pas de place pour des séjours de fin de semaine, se voyaient fouiller à nu, ramener à un autre endroit, refouiller. On avait des cas où c'était 3 ou 4 fois. Nous, on tombe un peu des nues, je dois dire, quand on a des histoires comme celle-là, parce qu'on se dit, ben, moi qui suis un bon fond d'historien, là, je dois dire, j'ai l'impression de tomber dans une faille spatio-temporelle. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que la question de la peur des risques, c'est ça qui met en place. Il y a eu la peur des drogues qui faisait qu'on faisait les fouilles vaginales rectales. Et avec les fouilles à nu, il y a d'une part cette question de la peur du risque et on oublie que en face de nous, il y a des personnes. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a le premier rite où on rentre en prison, c'est les personnes qui sont passées par là. Et j'ai entendu des chefs syndicaux qui étaient passés par l'incarcération lors des célèbres... 73, 72. Quelque chose comme ça, avaient été renversés, s'étaient sentis humiliés et disaient, mais c'est quoi l'idée? Alors, il y a un rite où vous êtes arrêté, vous êtes accusé, vous perdez un statut et après ça, nous vous gérons et vous devez obéir à cela. Mais on oublie de regarder qui est devant soi. Vous dites au fond qu'il y a une sorte de logique de la gestion qui s'est imposée à la chair humaine. Oui, tout à fait. Oui, puis j'aimerais remonter sur ce que vous amenez de considérer la personne qui est devant soi. Là, je vais sortir encore des statistiques, mais moi, c'est des statistiques pour moi qui sont très, très parlants. Quand on regarde la proportion de femmes incarcérées qui ont été victimes d'abus sexuels ou de violences familiales, on regarde des statistiques d'entre 60 à 90 % selon les études. Donc, la très grande majorité des femmes incarcérées ont été victimes d'abus sexuels et de violences familiales ou conjugales. Donc, on peut penser à une mesure comme la fouille à nu qui est une logique sécuritaire de gestion de risque, mais pour la femme qui elle-même est fouillée, c'est soit un rappel d'un trauma qui a déjà été vécu, donc on peut avoir une réactivation d'un traumatisme, ou même c'est vécu comme un second traumatisme, comme une seconde atteinte à l'intégrité de son corps. Et la fouille à nu va très loin. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu les scènes dans Unité 9, mais je veux dire, on demande plusieurs procédures qui sont très invasives. Et pour quelqu'un qui a été victime d'un traumatisme, d'un abus sexuel, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très marquant. Et pour rajouter, c'est aussi le phénomène de l'incarcération elle-même qui crée ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est condamné, on devient un délinquant. Puis les politiques parlent du délinquant ou de la délinquante. Ça n'est plus une personne, c'est un délit. C'est quelqu'un qui a commis un délit. Donc c'est forcément quelqu'un dont il faut se méfier, qu'il faut regarder avec suspicion, parce que finalement l'individu disparaît derrière l'acte qu'il a posé. Et quelle que soit la mesure, alors c'est encore plus marqué en prison, puisque le caractère coercitif de la prison amène à des mesures coercitives qui sont posées sur les individus et qui sont extrêmement violentes pour les personnes. Mais dans tous les cas, dans tout le système pénal, l'individu perd, il disparaît derrière le geste qu'il a posé et le risque qu'il est censé ou qu'on considère qu'il pose éventuellement pour la collectivité. Il ne devient plus une personne. On est dans un système où on ne voit plus les individus, on voit des actes. Donc, c'est ça qu'on juge. Donc, on perd notre humanité dans le rapport qu'on a avec eux et on a moins, ou en tout cas, on hésite moins à poser des gestes très intrusifs, surtout si en plus on a un regard sur la prison qui est peut-être trop confortable. Les fameux club fed, on en a entendu parler. Il y a une lecture sociale aussi où on dit, mais finalement, ils sont au chaud, ils ont 3 repas par jour, ils sont bien confortables. Donc, une fouille à nu, là, c'est pas si grave que ça par rapport à... Mais il y a cette dimension
aussi, après tout, c'est quelqu'un qui a agressé, qui a posé tel geste. On refuse de voir autre chose que le geste criminel qui est posé. Est-ce que ça appartient pas, au fond, à une vieille tradition anglo-saxonne de punir les pauvres, hein, qu'on a développé de cette façon-là? On avait les workhouse en Angleterre pendant très longtemps, où si on attrapait quelqu'un qui était coupable de ne pas travailler, non seulement on lui coupait pas son chèque, mais on lui coupait une oreille, on lui faisait une marque sur la main pendant très très longtemps, et il devenait l'institution dans laquelle il était. C'était plus un homme, c'était un homme qui était assigné à avoir l'oreille coupée ou la marque dans la main. Est-ce que c'est pas la nouvelle stigmatisation aujourd'hui de l'individu que de dire, sur des raisons sécuritaires ou de gestion de risque, vous êtes à tout jamais un individu dont on se méfie? Clairement, le stigmate est là. Clairement, on est, le contrevenant ou la personne condamnée va avoir ce statut à vie maintenant, puisque de plus en plus, on entend des discours pour prolonger des sentences, pour empêcher la fameuse loi de cumul des 25 ans minimum. Là, on veut que la peine soit une vraie peine, comme si être condamné à vie, ça n'était pas une vraie peine. Donc, il y a vraiment cette idée d'essayer de marquer par le casier judiciaire, par le statut de contrevenant. Effectivement, le stigmate est là de façon très, 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 très forte. Ouais. J'ai perdu mon idée. Oh non, ils ont l'air toutes là. Madame Hamelin, vous voulez ajouter quelque chose peut-être, non? Non, mais peut-être reprendre sur la question de la prise de risque. Oui. Il y a eu tellement de peur où on voulait être tellement punitif qu'on a passé des lois sur l'adéquation de la peine et du crime et la loi sur la sécurité des rues et des communautés qui sont plus sévères sur le plan pénal et qui pourraient expliquer, selon une étude récente, 2016, la sécurité publique, une augmentation substantielle de la population carcérale. Et là, dans cette belle analyse prospective pour la détention de 2013-14 à 2023-2024, et je cite, parce que je ne le croyais pas quand je l'ai lu, le scénario 1 dit de croissance lente, on prévoit un manque de 108 places pour les femmes et un surplus de 42 places pour les hommes. Alors, là, on dit qu'il y a trop de places pour les femmes et là, ici, on dit qu'il va en falloir 108 de plus. Dans un scénario pessimiste. Hein, non, le scénario le moins pessimiste. Oui, c'est ça. Le moins pessimiste. Bon. Donc, ça va être pire. Ça va être pire. Alors, je veux dire, il faut travailler sur ça. D'ailleurs, l'étude aussi dit la construction de nouveaux établissements de détention n'est pas l'unique mesure pour retrouver l'équilibre. Donc, se re-questionner sur à quoi sert la prison, comment on doit le faire et à quel moment est-ce qu'on donne des peines de prison. Au fond, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la prison, ce qu'on en fait, c'est un peu un reflet de l'humanité d'une société? Hein? Il y a un rapport social qui s'exprime là. Il semble extrêmement difficile en ce moment d'avoir de l'information. Moi, comme journaliste, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à mettre le petit doigt là-dedans, où je suis très rapidement, non seulement à avoir du mal à entrer le doigt, mais ma main se fait vite couper. Hein? J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ces sujets-là. C'est comme si on avait affaire à des affaires d'État, alors que c'est des tout petits crimes par moment. Hein? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé ou qui perdure? Ou qu'est-ce qui explique ça? Je reviens à mon idée toujours de dire que quand il y a une direction qui est autre et qui a peur de rien, je me souviens d'avoir visité des institutions extrêmement fermées en Angleterre, par exemple, et puis de pousser la porte, de leur dire ce que je venais faire, puis de faire dire « Go ahead ». Puis alors, je partais toute seule dans l'institution, puis je m'en allais rejoindre les personnes que je voulais voir, ce qui veut dire qu'il y a moyen de faire autrement.
Et je me dis, il y aurait peut-être lieu de faire circuler les gens qui prennent des décisions pour leur montrer qu'il y a d'autres façons de faire et qu'on n'est pas obligé de toujours être cantonné dans un modèle américain, pour pas dire états-unien, pour dire qu'il faut vraiment fermer toutes les portes et isoler les gens et en mettre le plus possible en dedans. Vous seriez d'accord avec ça, si je comprends bien, hein? Vous opinez du bon. Oui, donc je pense à mes propres travaux de recherche, je me dis oui, en effet. Mais je pense à la difficulté, cette fermeture-là de la prison, je pense qu'elle est aussi particulière pour les femmes. Puis la question des femmes, très brièvement, là, je vais rentrer là-dedans, mais quand on parle juste de l'information qui ont été désagrégées pour les femmes, donc un rapport qui porterait exclusivement sur les femmes judiciarisées et incarcérées. Le dernier rapport a des chiffres de 2007-2008. Il n'y a aucune autre donnée qui a été désagrégée. On parle tout le temps de la population carcérale dans son ensemble. Et pour moi, ça, c'est problématique parce que ça ne nous permet pas d'avoir une meilleure lecture de ce qui se passe. Donc, au-delà même de la prison elle-même et d'avoir très peu de visibilité ou de possibilité d'enquêter ou de surveiller ce qui se passe dans la prison, il y a aussi cette invisibilisation des femmes parce qu'elles sont si peu, entre guillemets, si peu nombreuses dans le système carcéral qu'on ne prend même pas la peine de les traiter comme une population à part. Donc, j'ajouterais cet enjeu-là aussi. Moi, ce que je voudrais rajouter, peut-être que je suis encore beaucoup plus pessimiste que Louise, qui dit finalement, si on dit à nos responsables politiques, allez voir les prisons, peut-être que vous réfléchirez un peu. Ça s'est fait. Je pense que dans les années entre 2000 et 2010, on a certains sénateurs que je nommerai pas ici, mais qui ont visité les établissements et les discours qu'ils ont faits sur ces établissements carcéraux n'étaient pas forcément dans le sens auquel on pourrait s'attendre ici. Tout dépend quel regard on porte sur ces institutions. Et le grand problème, il est peut-être là, c'est que, j'en reviens toujours à la même chose, aujourd'hui, on est dans une société où finalement, on s'identifie beaucoup plus aux victimes qu'aux contrevenants. On a beaucoup de mal dans cette idée que les contrevenants soient aussi des victimes, peut-être qu'ils le sont, mais on va avoir tendance à dire avant tout, ils sont l'acte qu'ils ont posé, donc ils nous mettent en danger, ils sont violents, ils sont patati patata, donc c'est à ça qu'on attache de l'importance. Et finalement, on perd la juste distance qu'on devrait avoir. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de comparer les victimes et les contrevenants ou quoi que ce soit. C'est juste de ne pas s'identifier uniquement à la victime en disant, puisque ces gens-là ont souffert, il faut punir, parce que c'est un peu ça le réflexe qu'on a. On perd notre distance entre l'acte et la victime, donc on veut punir, on veut faire mal, et on refuse de voir que la personne qui a posé le geste, elle aussi, elle a peut-être souffert, et elle souffre par la punition. On veut juste rester sur répondre à la souffrance de la victime par une souffrance équivalente, et on perd notre sens de la justice. Et on est vraiment dans ce modèle-là. Donc, les prisons, c'est l'outil justement idéal de sanction. Et quelque part, il y a des gens qui veulent que la prison fasse vraiment mal parce que la victime a vraiment souffert. Donc, on perd cet équilibre. Et c'est peut-être ça le gros problème qu'on a aujourd'hui face à l'incarcération, à la justice en général, c'est qu'on frappe un mur à chaque fois. Et ça, c'est dans la perspective où on est dans une vision de la prison. Moi, ce que j'ai senti auprès des instances gouvernementales quand j'avais des rapports comme ceux-là, c'est que on n'était pas du tout dans une volonté de punir a priori, mais de répondre à un besoin préétabli qui n'avait rien à voir au fond avec la prison, c'est-à-dire on va couper, on va trouver une façon de soulager ou de gonfler les finances de l'État. Et ça, la question même de la punition n'est pas prise en compte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça devient une quantité négligeable. Dans le cas, par exemple, de Tanguay, on n'a pas l'impression que les acteurs de cette fermeture-là souhaitaient, en tout cas, il peut sembler, mais je voudrais vous entendre là-dessus, voulaient être spécialement poussés plus loin. C'était une mesure qui était strictement de contrôle des finances et l'individu n'avait aucune espèce d'importance dans les circonstances. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce qu'il y a comme un décalage là-dedans entre une perception du public là, qui veut punir potentiellement, là, si on regarde statistiquement, puis la réalité des instances publiques là-dessus?
Effectivement, moi je dis pas que les instances publiques veulent punir. Puis je suis assez d'accord quand Louise dit il y a des individus dans les organisations qui croient, qui vont faire des changements, qui peuvent faire des changements. C'est pas ça. Mais les institutions publiques se heurtent à justement une vision dans le public d'une volonté de punir. Donc c'est un premier élément. On peut pas dire qu'on investit trop parce que ça peut être lu comme mais comment ça vous financez plus les prisons que les CHSLD, parce que c'est ça qu'on entend aujourd'hui. Donc elles ne peuvent pas dire qu'elles investissent trop. Et ensuite, aujourd'hui, les organisations, la justice comme les autres, sont dans une obligation de rendre des comptes, de montrer qu'elles sont efficaces, qu'elles sont performantes, qu'elles évaluent à cette personne dans les délais qui sont alloués, qu'elles donnent les bonnes mesures aux bonnes personnes en protégeant bien la collectivité. Donc on est dans un rapport purement économique avec la société, et puis le reste passe à l'as. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? On est d'accord. Vous êtes d'accord? Ah, mais comment on change ça? Parce que c'est compliqué quand même. Vous parlez d'une réalité qui reste en principe attachée de longue date à un travers, ou enfin il y a des ornières qui sont là de très longue date. Vous y travaillez tous d'une façon ou d'une autre depuis très longtemps. C'est fou, mais j'allais dire, ça prend presque Quand on avait fait le rapport de la création de choix, ça suivait une période où il y avait eu énormément de suicides dans les institutions pénales. Ça dérange, hein? Parce qu'à un moment donné, on a beau dire que les gens s'en fichent, mais il y a des choses qui dérangent. Et puis, il y avait des conditions tellement aberrantes dans le pénitencier de Kingston que même les gens qui souhaitaient que tout le monde aille en prison commençaient à avoir des doutes. Et alors, quand ces conditions-là arrivent à ce maximum, là, il y a comme une espèce de vent de fraîcheur, si on peut appeler ça la fraîcheur, qui fait qu'on peut faire quelque chose. Il faut donc espérer que le pire arrive, c'est ça? Ben, c'est effrayant à dire, mais on dirait que si les choses vont bien, que tout fonctionne, que tout le monde fait son boulot, puis qu'il n'y a personne qui dérange trop, les choses ne changent pas. Ça reste dans le monde statique, que tout le monde fait bien son travail, et puis on s'en plaint pas. Mais quand il arrive des grands dérangements, il y a comme une espèce de décision qu'il faudrait peut-être changer quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, moi, la lecture que j'en ai fait du transfert de Tanguay au Leclerc, c'est sûr que les femmes ont payé le prix de l'austérité. Donc, c'était une logique de coût, de les transférer, etc. Donc, absolument. Mais moi, la lecture que j'en fais aussi, c'est pas seulement du transfert, mais c'est la mobilisation qui s'est faite autour de cet événement-là. Donc, juste contextualiser un petit peu. Donc, quand les femmes sont arrivées à la prison Leclerc, il y avait encore des hommes qui étaient incarcérés. Les conditions de détention étaient absolument aberrantes. Et il y a une mobilisation importante. Et il y a plusieurs, j'ai vu des actrices ici, dont certaines sont dans la salle, qui ont tiré la sonnette d'alarme. Elle a été tirée et elle a été entendue. Donc, je peux dire que les conditions au Leclerc sont parfaites. Loin de là, il y a encore vraiment une lutte à mener sur les conditions de détention actuelles des femmes incarcérées. Mais moi, la lecture que j'en fais, elle est positive. Il y a eu une crise et il y a eu une réponse. Il y a une réponse qui s'est organisée rapidement et qui a porté fruit. Il y a eu une crise, oui. Mais des fois, je pense qu'il faut profiter de cette crise-là pour revendiquer. Puis je crois que les revendications doivent se faire au-delà de la prison elle-même. La prison, c'est une institution qui va gérer, qui met à l'écart et qui punit, qui va gérer des populations indésirables, qui sont dérangeantes, et aussi qui va punir des contrevenants, comme Marion le disait. Et je pense qu'il faut pas seulement interpeller la prison, il faut se demander comme société pourquoi est-ce que c'est la prison qui va gérer nos problèmes sociaux? Pourquoi est-ce qu'on a autant de personnes itinérantes en prison? Pourquoi on a autant de personnes qui ont des problèmes de santé mentale en prison? Pourquoi on a des femmes autochtones en prison dans les taux qu'on a actuellement? Donc, il faut s'interroger sur cette fonction-là de la prison, mais plus largement que sa fonction punitive. Et comment on fait, Mme Hamelin, pour s'interroger là-dessus plus largement? Comment on fait pour que l'écho de ces questions-là porte? Il y a eu une époque où les groupes communautaires, les groupes de défense des droits avaient beaucoup plus de financement de la part des gouvernements pour faire des recherches et pour agir et intervenir. Et c'était un relais. Il y avait une situation de crise, les groupes se mobilisaient et il y avait des réponses qui arrivaient à être données. Sur la question du Leclerc, il y a eu des réponses, entre autres, du mouvement des femmes,
Et donc, il y a eu du relais. Il y a aussi des organismes. La Ligue des droits et libertés est très active. Donc, quand arrive toujours la situation de crise, on est capable de réunir, et donc là, il y a une pression des organismes communautaires et de la population, et on arrive à faire bouger certaines politiques. Mais malheureusement, c'est avec les crises qu'on semble arriver à quelque chose. Dans l'histoire, c'est pas une ligne droite, hein, ça avance pas. Et Catherine Chenet, est-ce qu'on avance tout de même? Non, Marion Vacheret. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Pardon. En fait, je veux revenir là-dessus parce que effectivement, les crises vont faire bouger les choses jusqu'à un certain point. Parce que moi, ça me fait toujours peur de dire il faut qu'il y ait des crises parce que oui, Kingston a fermé après beaucoup de crises et 35 ans de critiques. Donc, si ça prend 35 ans... c'est quelques générations sacrifiées. C'est quelques générations. Ouais. Ashley Smith, ça a fait scandale. On ne sait pas exactement où est-ce que ça en est aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, il y a une mobilisation, il y a des actions, il y a des choses, mais moi, il me semble que le vrai travail de fond, ça devrait être de changer les paramètres. C'est-à-dire que arrêtons on est vraiment le nez collé au guidon, puis on raisonne immédiatement, on n'est plus capable de regarder à l'avance. Alors au lieu de se dire telle personne a des problèmes, donc je l'incarcère parce qu'elle pose un danger sur la collectivité, posons-nous la question, qu'est-ce qui a amené cette personne, quels sont ses problèmes, les problèmes sociaux dont Catherine soulevait le terme en disant si on travaille en amont, ça va être gagnant, mais bien sûr, ça va pas être gagnant immédiatement. C'est-à-dire que les politiques d'aujourd'hui, ça sera pas très vendeur, sauf que ça va être vendeur pour dans 10 ans, dans 15 ans, parce qu'on va anticiper les problèmes. Et puis, c'est moins coûteux. C'est à plus de 100 000 $ par année, une personne incarcérée. Si on investit en prévention, si on investit en insertion sociale, si on investit dans les programmes de toxicomanie ou X, puis qu'on dit, toutes ces personnes-là, plutôt que de les envoyer en prison, une fin de semaine avec tout ce qu'il y a de violence exercée, mais qu'on dit non, on va aller dans des vrais programmes, des vraies interventions qui sont moins coûteuses et qui vont être bénéfiques. Peut-être pas tout de suite, les gens, ça prend du temps pour changer, on est d'accord, mais au moins on y gagne. On sera tout aussi efficace, on peut répondre à cette obligation d'efficacité, d'efficience qu'on demande aux organisations, mais à plus long terme. Puis c'est peut-être ça qu'il faudrait arriver à changer, c'est dire, arrêtons de raisonner année par année en disant, voilà, j'ai investi tant d'argent et j'ai eu tel résultat, mais investissons pour les 10 ans ou 15 ans à venir. Et puis, les élections sont aux 5 ans, remarquez. Oui. Et Mme Vacheret, vous avez des idées derrière la tête. Il y a des exemples, il y a des cas, vous pensez à des applications pratiques. À qui vous pensez? À cet idéal-là auquel vous évoquez, c'est l'idéal... Il y a des choses qui sont faites. Il y a des programmes de déjudiciarisation, il y a des tribunaux pour toxicomanes, il y a des différentes à la Cour municipale de Montréal, il y a des programmes. On essaye justement le programme Eve que roule la société Elizabeth Fry et en est un exemple. On essaye d'éviter la judiciarisation. C'est peut-être déjà ça, c'est quelque chose ça devrait être pour tout le monde, pas juste pour un tout petit échantillonnage où vraiment on pense que cela met en danger. Parce qu'à un moment donné, le système s'auto-alimente. Faut savoir aussi que c'est près de 40% des gens qui passent en justice qui sont pour bris de probation ou pour non-respect des obligations liées au tribunal. C'est pas des gens qui ont contrevenu à la loi, c'est des gens qui ont contrevenu à des obligations qu'on leur a imposées en matière de justice. On s'auto-alimente comme ça nous coûte une fortune et on n'est pas capable de s'arrêter et puis de se dire mais peut-être qu'on pourrait agir autrement face à ces personnes-là. Puis, il y a des choses qui se font mais qui sont pas assez développées, qui sont pas assez systématisées, qui sont ciblées sur ceux qu'on va juger les moins à risque et puis tous les autres, il faut qu'ils passent par le système. Un serpent qui se mord la queue. Hein? Tout à fait. C'est quoi l'horizon? Qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que la lumière au bout du tunnel, est-ce que c'est un train qui arrive ou... Vous êtes plutôt optimiste? Vous me parlez de crise, de la nécessité de crise, de voir des horizons... Parce que j'entendais Marion, puis je me souviens d'un livre qui a été publié il y a très longtemps qui s'appelait « Crime as Industry ». C'est exactement ça, au fond. Je veux dire, peut-être qu'on a besoin de ça pour...
je sais pas, moi, faire que l'économie roule, hein? C'est tout un secteur d'économie, ça. Optimiste, non, pas vraiment. Là, je pense que les choses ne changeront pas tant que ça, effectivement. Ils sont là pour longtemps. Mais pourtant, vous êtes là depuis très longtemps, que vous essayez quand même de changer tout le monde des choses. On n'a peut-être pas réussi. Écoutez, c'est une très bonne question. Moi, j'aurais tendance à être plutôt optimiste. Je trouve qu'il y a des nouveaux acteurs et des nouvelles actrices qui s'intéressent à la question de l'incarcération, à la fonction de la justice pénale plus largement. Donc, moi, je serais optimiste tout en sachant que la prison a cette capacité, et c'est Foucault qui le dit, je ne vais pas le dire aussi bien que lui, mais la prison a la capacité d'intégrer la critique. Et on l'a vu avec la création de choix à laquelle il faisait référence, où c'est un rapport qui établissait des nouveaux principes d'intervention auprès des femmes incarcérées au fédéral. Et une de ces principes-là, c'était l'empowerment. Donc, de façon paradoxale, l'empowerment dans la prison pour les femmes incarcérées en travaillant avec la communauté. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que ce langage d'empowerment, de reprise du pouvoir sur sa propre vie, est utilisé dans une logique de contrôler les femmes. Donc oui, c'est la reprise du pouvoir sur sa propre vie, mais selon des standards de qu'est-ce qu'une femme devrait faire dans notre société aujourd'hui. Donc, être une bonne mère, travailler, s'éduquer, prendre soin d'elle. Moi, j'avais comme ça quelqu'un qui est parti à ma recherche qui me disait, tu sais, Catherine, quand j'étais au fédéral, on me disait de pas de manger de Kit Kat parce qu'il me trouvait que j'avais pris trop de poids. Tu sais, donc ce contrôle-là constant de même ce qu'on peut ingérer, ce qu'on peut faire, qui on peut être et qui on doit être. Donc on l'a vu avec la création de choix que la prison elle intègre la critique. Donc peut-être c'est d'ouvrir justement sur d'autres options que la prison, tout en sachant qu'il n'y aura jamais de solution parfaite. C'est certain que c'est un lieu de pouvoir par excellence. Ça se voit de façon assez claire. Mme Hamelin, vous êtes du camp des optimistes ou des plutôt pessimistes? Tendance à être optimiste, mais très consciente que les choses prennent énormément de temps à changer et qu'il faut rester vigilante. Et faire changer des choses pour les femmes, c'est pas facile non plus parce que dans le système pénal, les femmes sont minoritaires et donc comme groupe, il n'y a pas de force de pression et donc c'est un travail des organismes, c'est un travail de la société, c'est un travail ensemble qui doit se poursuivre pour arriver à faire évoluer des choses. Marion Vacheray, c'est vous qui allez départager tout ça. Moi, je suis fondamentalement optimiste parce que je pense qu'on est allé très loin dans l'intuition, j'aurais pensé ça. Oui. Non, mais on est allé très loin dans le punitif. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un retour de balancier. Donc, je pense qu'il va arriver. Ça bouge. Il y a des choses qui se font. Il y a une mobilisation. Il y a des gens préoccupés. Donc, moi, je crois qu'on peut rêver un meilleur avenir. Très bien. Je pense qu'on peut maintenant vous demander d'entrer dans le bal, d'une certaine façon, avec nous, d'échanger, de faire part de vos commentaires, de poser des questions si vous en avez aux intervenantes ici qui sont avec nous aujourd'hui. C'est déjà formidable que vous soyez toutes là. Puis je pense qu'on aurait avantage tous à profiter aussi de vos rapports. Et je vais vous demander d'aller au micro, par contre. À moins que vous parliez très fort. Oui, je pense que ça va réussir. Oui. Vous vous nommez pour commencer. Mon nom, c'est Natalia. Je suis en libération fédérale. Donc, quand vous parlez d'élection, vous parlez beaucoup du provincial. Peut-être que vous dites effectivement que je suis jeune, mais pour avoir travaillé dans un établissement pour hommes, puis aller à Joliette, je vois quand même une vraie différence. C'est pas du tout la même ambiance. Il y a beaucoup de changements aussi. Historiquement, quand on parlait de Clinton, il y a des choses horribles, des gens qui étaient attachés avec des menottes. Vraiment horribles, c'est des choses qui ont été arrivées heureusement. Puis, quand on parlait des choses, moi, en tout cas, en tant qu'agent de libération, c'est sûr que j'ai toujours en tête la victime, parce que je veux pas, on travaille les risques, on dit les risques que la personne ne fait pas. J'ai toujours de comprendre la personne qui est devant moi, pourquoi justement elle me dit comme ça. J'ai dit que dans certains cas, pour des femmes, malheureusement, si c'est le provincial, c'est justement des petites
tendance, c'est la contournance, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de parler avec la personne, d'essayer d'évaluer ou quoi que ce soit, une chose fédérale, mais je ne veux pas, on passe plus de temps avec la personne. Oui, il y a des changements d'équipe, des gestions de et tout ça, mais on passe plus de temps avec la personne, puis pour certaines fois, c'est ça bénéfique parce qu'ils ont plus de repentance, il y en a qui fait appel à la vie, qui sont contents. C'est quelque chose qui est l'incarcération pour certaines autres. Ah, ok, excusez-moi. Donc, je trouve que pour l'incarcération, pour certaines femmes, puis même la même chose pour certaines hommes, c'est bénéfique dans une certaine mesure parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a une prise de pouvoir. C'est toujours agréable de voir ces personnes-là que ça va bien. Malheureusement, il y en a d'autres que ça va prendre 2, 3, 4 sentences fédérales, malheureusement. Puis, effectivement, il y a quand même beaucoup de peines provinciales, mais je trouve quand même là, actuellement aussi avec un nouveau vent où est-ce qu'il y a plus de mises en liberté aussi comparativement il y a quelques années. Donc, je veux pas avec les changements des gouvernements, mais un changement aussi des vagues, je sais pas comment on appelle ça. Fait que c'est juste ça que je voulais dire, que moi, je vous entends parler, mais je sens un petit peu moins concernée au niveau fédéral par rapport à ce que je veux. Mais probablement, il y a d'autres personnes qui vont dire, ah non, je sais pas ça que je veux, mais moi, ce que je voulais juste partager ma propre expérience. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Juste pour vous sensibiliser, bien sûr, la situation est différente, mais il reste qu'il faut quand même se questionner sur le regard qu'on porte sur ces personnes condamnées fédérales. C'est pas parce qu'elles sont condamnées fédérales qu'elles sont forcément à risque et qu'on n'aurait peut-être pas pu intervenir autrement. Je pense. Donc, la décision du juge, c'est une chose, mais il y a une lecture quand même qu'il faut questionner constamment. Et puis, oui, les conditions d'incarcération à Joliette sont nettement meilleures que ce qu'on a toujours pu connaître, notamment Kingston ou ailleurs. Mais là aussi, il faut se questionner. C'est-à-dire, moi, j'ai été frappée par l'évolution de Joliette. Joliette, en 99, quand ça a ouvert, il y avait presque pas de barrière, il n'y avait pas de maximum, il n'y avait pas. Maintenant, on est rentré quand même dans l'ère de contrôle, de surveillance, d'étiquetage. Donc, il y a quand même cette influence qu'on peut questionner. Moi, je suis pas certaine qu'il y ait besoin de cette structure aussi coercitive dans ce cadre-là. En tout cas, il faut se le questionner. Sur la question du fédéral, la cohabitation mère-enfant, c'est plus là qu'elle se passe aussi. Et moi, je me pose beaucoup de questions sur les bénéfices et est-ce qu'il n'y aurait pas avantage à ce que les enfants sortent tous les jours pour aller à la garderie de la ville au lieu de rester à l'intérieur des murs. Ça se fait ailleurs. Ça devrait pouvoir s'organiser aussi, me semble-t-il. Oui, est-ce que je peux avoir? Oui, je pense que monsieur était là. C'est vous qui étiez d'abord, hein? Je pense que oui. Oui. Non, je pensais qu'il fallait se mettre en ligne. Moi. Oui, bon, allons-y, parce qu'il y a un micro volant là, qui se promène dans la salle aussi. On ira à vous. Il y a monsieur ensuite vous. Allez-y. Madame. J'y vais, là. Oui. OK. Lucie Lemonge, je suis professeure département de sciences juridiques à l'UQAM, et je suis dans le domaine du droit carcéral depuis très, très longtemps. J'étais avocate avant, donc je commençais dans les années 80. Je vais rebondir sur 2, 3 petites, donc c'est plutôt de l'ordre des remarques, sur la question des gestions du risque. Un des gros problèmes, c'est que les outils d'évaluation de risque qui sont utilisés à l'heure actuelle ont été conçus pour des hommes blancs violents. Et c'est pas du tout, ça tient pas compte du tout des caractéristiques sexo-spécifiques. Et quand on les applique aux femmes, c'est pourquoi elles ont moins de libération conditionnelle, elles vont plus en isolement, elles sont surclassées sécuritairement comparativement aux hommes. Et on pourrait faire la même remarque pour les détenus autochtones. C'est prouvé, c'est démontré, c'est documenté. Ça, c'est vraiment un des gros problèmes à l'heure actuelle. Deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est sur le fait que dès le début de la colonie, dans le Bas-Canada, la prison, ça a toujours été, avant que ce soit un châtiment pour les criminels, c'était la prison des pauvres. Et là, on revient un peu à ça. Comme dit Loïc Vacant, le grand sociologue de la prison, on est passé d'un filet de protection pénale à un filet de protection sociale à un filet pénal.
Je pense que c'est le cas principalement chez les femmes. Moi, je pense une des solutions, ce serait comme ils ont fait en Allemagne, pas le droit de donner des courtes sentences. Qu'est-ce que ça nous donne comme société d'envoyer quelqu'un 4 fins de semaine en prison ou une femme 1 mois? Je veux dire, c'est juste des coûts sociaux et humains importants. Ça ne donne absolument rien point de vue de protection de la société et tout ça. Et une dernière remarque, je vais revenir sur l'affaire de Leclerc, du transfert des femmes. J'étais très impliqué dans ce dossier-là à la Ligue des droits, justement. Et je trouve que les politiques qui ont pris cette décision-là, de la façon dont ils l'ont fait cavalièrement, d'une façon vraiment dégueulasse, n'ont pas pensé 2 secondes que ça pourrait soulever de l'indignation dans la population qui s'intéresse très peu aux questions de... C'est pas une cause où il y a beaucoup d'appui de groupes, etc., comme les droits des personnes homosexuelles ou tout ça, ce qu'on a connu, les droits des femmes pour les détenus, c'est vraiment... c'est pas une cause qui est populaire. Donc, ils n'ont pas pris la mesure de la vague d'indignation que ça causerait chez les groupes de femmes, entre autres, qui sont historiquement peu intéressés à ces questions-là, et la population en général. Et je pense que là-dessus, je suis optimiste parce que ça a quand même, la mobilisation dont parlait Catherine, ça a quand même porté des fruits. Le ministre a créé un comité. Il y a une réflexion qui se fait justement sur la surjudiciarisation des femmes ou même la réponse qui est la prison. Alors, pour moi, je suis assez optimiste dans ce sens-là. Je pense que on a parlé de crise, mais il va quand même y avoir une réflexion plus profonde là-dessus. Je trouve ça amusant, si je peux me permettre un tout petit commentaire, que vous citiez Loïc Vacant, que j'ai bien connu à une certaine époque. Vacant, en dehors de la prison, s'est intéressé à un truc que je trouve extrêmement intéressant pour votre propos, à la boxe. Pourquoi la boxe? Parce que c'était un milieu pauvre. Et le fait que vous renvoyez à l'idée qu'on se retrouve au 19e siècle, à l'idée de l'asile, hein, l'asile au sens fort, pas du délire, mais où on cherche refuge, ce retour-là au 19e siècle renvoie presque au combat de boxe. C'est quelque chose de ça. C'était monsieur, d'abord. Alors, loin de moi de penser... Ah, oui. Alors, Gilles Trudeau, secrétaire corporatif du Centre communautaire juridique de Montréal. Alors, loin de moi de penser qu'il n'y a rien de bon qui se fait dans le système carcéral, particulièrement fédéral. Cependant, je veux rebondir sur le fait que, oui, lorsqu'on a plus de temps, on peut peut-être mieux intervenir, mais il y a un anachronisme incroyable qui montre à quel point on est dans une logique de répression et de punition. Alors, c'est toute la règle administrative de maintenir les détenus, que ce soit des hommes ou des femmes, pendant 2 ans d'évaluation, sans qu'on puisse intervenir avec eux de façon bienveillante sur leurs facteurs psychosociaux. Alors que la plupart d'entre elles ou d'entre eux, au bout de quelques semaines, ils vont sombrer dans une dépression ou vont déjà être réceptifs à vouloir changer leur agir. Mais on leur impose 20 mois dans une petite cellule en stainless steel, la tête dans la porte, à entendre et à ne rien faire. Alors, est-ce que ça, c'est une façon respectueuse? Est-ce que c'est encore plus nécessaire pour la criminalité féminine qui est rarement violente? Hein? Les femmes ne sont pas des prédateurs, ne sont pas des agresseurs. Les femmes règlent leurs problèmes. Alors, ils tuent le mari qui est abuseur, mais ils vont pas agresser à répétition leur mari. Alors, dernier commentaire, je suis extrêmement impressionné de ce que j'entends aujourd'hui et pendant que je vous écoutais, j'aimais bien retourner à une décision qui, pour moi, de la Cour suprême, qui est extrêmement importante en matière d'incarcération. On l'associe trop souvent seulement qu'aux Autochtones, c'est la cause de Gladue, où notre Cour suprême répète le dicton suivant, l'emprisonnement ne règle rien. L'emprisonnement devrait être réservé aux seules personnes qui représentent un risque de crime violent. Alors, la conclusion s'impose, et dans cet arrêt, il y a au paragraphe 40, vous irez voir ça, 52-53, on reprend la transformation
du système, mon Dieu, des châtiments pour la prison. On regarde qu'est-ce qu'on fait dans la prison avec les gens. Et on réitère, non seulement pour les Autochtones, que si on n'a pas d'autre recours, on doit tout faire pour trouver la mesure finalement la moins contraignante, la mieux adaptée à la personne. Alors, ça date déjà d'un bout de temps, ce GLADU, c'est toujours d'actualité. Par ailleurs, je sens un vent de fraîcheur, moi également. On entend les fonctionnaires fédéraux parler, les langues se délient. Il y a beaucoup de volonté de réforme. Il y a des consultations pan-canadiennes sur la transformation du système de justice. On a des projets pilotes maintenant au Québec sur des mesures de rechange pour adultes. Ça fait 20 ans qu'on attendait ça. Alors, heureusement qu'on a les Autochtones, parce que ça passe par les besoins des Autochtones pour toucher l'ensemble de la population. Donc, il y a un vent d'optimisme, il faut le saisir. Et je pense que grâce à vous, on s'alimente en carburant pour continuer. Merci infiniment. Oui. Madame? Oui, bonjour, mon nom est Lise Brunet. Je reviens à la Société Elisabeth Frey après 30 ans. J'ai été la première directrice générale de la Société Elisabeth Frey en 87. Alors, à l'invitation de Ruth Gagnon, j'avais du temps aujourd'hui. D'ailleurs, la meilleure décision que j'ai prise comme gestionnaire, c'était d'embaucher Ruth Gagnon. Cela dit, 30 ans, c'est un bon bail. J'ai connu Louise et Monique qui siégeaient sur mon conseil d'administration à l'époque. Je réalise que j'ai eu le privilège de faire partie d'être à l'époque le fun, si on veut. Parce que au moment où j'ai pris la direction, en fait, moi, je suis passée je ne connaissais rien de la Société Elisabeth Frey, je venais du mouvement des femmes. Et c'est pour ça qu'on m'avait recrutée. Et j'y suis restée à peine 4 ans et je suis allée après dans un autre milieu. Et c'est à cette époque-là où, par exemple, on a travaillé toute l'équipe à implanter dans la prison Tanguay des programmes pour que les femmes puissent apprendre un métier. Parce que, je disais, il faut faire de la prévention. Je disais, si on ne veut pas qu'elles reviennent tout le temps, les portes tournantes et tout ça. Alors, donc, on avait mis en place notamment 2 programmes. Un en bureautique, avec le cégep, en alliance avec le cégep de Rosemont, et un autre de femmes peintres en bâtiment. Et avait fallu se battre pas mal avec la CECM à l'époque, qui voulait absolument qu'on peinture des faux murs dans les locaux de la CECM. Et puis, nous, on tenait à ce que transformer la maison de transition en chantier école. Ça a été assez rock'n'roll, mais on a réussi. Mais il a fallu à l'époque que je me serve de mes complicités jusqu'à la direction générale d'éducation des adultes au ministère de l'Éducation. Je connaissais des femmes avec lesquelles j'ai travaillé dans le mouvement des femmes on était complices, si on veut, conspiratrices un peu ensemble, qui a fait qu'on a pu faire. Alors, je réalise, Louise, quand je t'écoute, que ça, c'est il y a 30 ans. Et je me dis, bon Dieu, je vous écoute, je suis un peu... Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? Ça a été l'époque aussi Joliette. Toi, tu travaillais là-dessus. On était plein d'enthousiasme parce que les choses allaient changer et tout ça. Actuellement, dans l'espace public, il n'y a pas ça. Et on sait que si on veut que les causes soient adoptées par le plus grand nombre et qu'il y ait des pressions qui viennent de la base des citoyens, on sait qu'il faut que les gens en entendent parler. Alors, peut-être un peu parce que, puis c'est pas nécessairement le rôle de la Société Elisabeth Frey de faire ça, qui, elle, offre des services aux femmes et tout ça. C'est souvent le rôle d'autres types d'organisations de faire ça, qui doivent être financées par le membership, mais c'est vrai qu'elles n'ont plus de financement gouvernemental. Donc, je pense que ça, c'est un gros problème. Puis moi, j'inviterais les jeunes femmes, les X puis les Y, là, de se mobiliser pour créer des organisations soutenues par d'autres femmes pour parler de cette situation-là, parce que c'est comme ça que ça finit par changer. Il faut faire des pressions sur les pouvoirs publics. Ça peut venir de l'intérieur, mais il faut que ça vienne aussi de l'extérieur. Je pense que c'est comme ça que les choses vous avez le droit aussi de parler à des journalistes à la oui. Vous avez le droit. Alors, merci de l'invitation, ça fait plaisir.
Madame. Bonjour. Merci aux panélistes pour vos interventions. Mon nom est Sandra Verdon. Je fais partie du comité de mobilisation en soutien aux détenus de l'établissement Leclerc du Centre des femmes de Laval. Depuis 2 ans, le CFL et plusieurs autres groupes membres de la coalition d'action et de surveillance sur l'incarcération des femmes au Québec, la CACIFC, se mobilisent afin que les conditions d'incarcération au Leclerc s'améliorent et pour amener la société et le gouvernement à réfléchir à des alternatives à l'incarcération des femmes. Nos pressions ont amené le ministre Coiteux à mettre sur pied un comité de travail qui a pour mandat, entre autres, de se pencher sur l'avenir de l'incarcération des femmes au Québec avec la CASIF. Nous faisons en ce moment pression sur le ministre pour que le ministre rende public le rapport final du comité de travail. Nous l'avons déjà contacté à 2 reprises sans réponse. La CACIF est là pour rappeler au gouvernement, tout comme aux citoyens et citoyennes, que la justice nous concerne tous et toutes. Ne pouvons-nous pas nous mettre tous ensemble pour faire un travail de fond et pour regarder quelle autre option s'offre à nous? Ne pouvons-nous pas favoriser une justice qui soit réellement réparatrice? Avant de poser la question qu'on a débattue en groupe, moi, je voudrais dire, je ne sais pas si tout le monde le sait, on a fait une vidéo justement sur qu'est-ce qui se passe. Bon, fait que ça s'appelle Tanguay Leclerc et après. Il y a aussi, moi, j'en parle souvent, puis les gens, le plus qui me répondent, c'est, ben non, regarde, ils sont punis, puis après ça, ils ont des programmes pour se faire aider, puis être comme productifs dans la société. Puis moi, je suis comme, les gens, ils pensent des choses qui est tellement pas vraies, puis je comprends pas pourquoi que c'est pas rectifié envers les gens, puis que c'est comme un peu plus secret, puis que c'est comme des genres de gros mensonges qui sont dits en public. Puis ça, c'est ça. Ça, je trouve ça vraiment aberrant, là. Puis moi, j'ai évité la prison plusieurs fois à cause de réinsertion, mais c'est pas donné à tout le monde. Fait que j'ai été chanceuse. Puis la question qu'on demandait, à votre avis, quelle est la place de la parole citoyenne en ce qui a trait à la justice et l'incarcération? Quelles ont été les initiatives populaires les plus inspirantes en ce qui a trait à l'incarcération des femmes au Québec et au Canada? Je pense que vous avez été obligé de répondre. Hein? Je vais répondre. D'abord, je vais remercier les membres de la CASIF d'être là aujourd'hui. Donc, la coalition d'action et de surveillance sur l'incarcération des femmes au Québec. Donc, merci beaucoup. Vous nous avez demandé c'est quoi la place de la parole citoyenne puis de l'action citoyenne par rapport à la question de l'incarcération des femmes. Pour moi, elle est clé, cette parole-là. Elle est clé, la parole citoyenne, parce que c'est la parole citoyenne qui peut dénoncer des abus. C'est la parole citoyenne qui peut parler pour celles qui littéralement n'ont pas de voix parce qu'elles sont incarcérées. C'est cette parole-là aussi qui peut parler, qui peut servir de porte-voix pour des personnes qui n'ont pas nécessairement accès habituellement par des canaux officiels de parler, de prendre la parole. On peut penser aux femmes autochtones, aux femmes racisées. Aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Donc, les femmes, les minorités sexuelles qui sont incarcérées, les hommes transgenres qui sont incarcérés parce qu'ils ont été assignés comme femmes à la naissance, donc ils sont incarcérés comme dans des prisons pour femmes, en se sentant et en vivant comme un homme. Bref, toutes ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement l'opportunité, qui n'ont pas le porte-voix, qui n'ont pas la possibilité de parler, je crois que la parole citoyenne, elle est là pour relayer leur message, relayer leur réalité. Et puis, en termes d'action citoyenne, vous nous demandez des exemples, mais moi, je pense que l'exemple de la création de la CACIF et des actions de la CACIF, c'est un exemple clé de comment on peut changer les choses. Quand le transfert a été fait au Leclerc, ça a été mentionné rapidement, comme ça, en se disant que ça allait pas faire de vagues, un peu. C'est l'action citoyenne qui a fait changer les choses. C'est l'action citoyenne qui a fait que les hommes sont sortis du Leclerc. C'est l'action citoyenne qui a fait qu'on est allé sur la place publique et qu'on a dénoncé les conditions de détention, qu'il y a eu un comité de travail qui a été créé. Donc, pour moi, c'est vraiment clé. Et on sait l'action citoyenne, des fois, on s'essouffle. Je pense qu'il faut se trouver vraiment des façons de maintenir, parce qu'on sait que ça va être un marathon. Là. On sait que ça va pas être une question de quelques jours, de quelques semaines. C'est un marathon, on est dans le marathon, donc c'est comment garder
garder la parole et l'action active. Moi, je pense que c'est la clé. Monsieur, on vous écoute. Oui, mon nom est Pierre Landreville. J'ai deux réflexions. Excusez-moi. D'une part, je pense qu'il faut voir à long terme. À long terme, on a dit il y a la prison commune, comme on disait à l'époque, c'est encore et toujours l'enfermement des pauvres. Plus de la moitié des gens qui rentrent en prison rentrent pour des peines ou en détention préventive pour des peines de moins d'1 mois. C'est-à-dire que c'est juste de la gestion quotidienne de la pauvreté et du malheur du monde. Ça a toujours été, c'était les asiles, les maisons de travail, etc. Et c'est encore comme ça. Quel que soit le discours qu'on brode autour, c'est toujours comme ça. Par rapport à la punition, effectivement, on dit les criminels ont toujours été, j'utilise le mot criminel que je n'utilise jamais, mais le criminel a toujours été celui qui est le paria de la société, qu'on veut mettre à l'écart. Actuellement, depuis 80 à peu près, effectivement, notre discours est de plus en plus punitif. Je vais vous donner un exemple, je me permets de remonter dans le temps. Pensez que lorsqu'on a aboli la peine de mort, les gens, pendant une quinzaine d'années, tous les condamnés à mort ont été commués. Leur peine a été commuée en emprisonnement à vie. Et à ce moment-là, la période d'admissibilité à la libération conditionnelle pour les gens qui avaient été condamnés à mort, mais qui avaient été graciés, pas graciés, mais était de 10 ans. 10 ans! Lorsqu'on a aboli la peine de mort, on a augmenté ça, la peine d'admissibilité à la libération conditionnelle, à 25 ans, et maintenant, on y cumule les 25 ans. Ça, c'est un exemple. Et c'est pas juste la question de la peine de mort, parce que et de l'emprisonnement à vie, si vous augmentez votre peine maximale à 150 ans, une peine de 2 ans, c'est plus rien. Quand la peine maximale pouvait être de 25 ans, ou pas d'emprisonnement à vie, mais avec une possibilité de libération conditionnelle près de 10 ans, quand vous aviez 5 ans, c'était sérieux. Alors, c'est toute l'échelle des peines qui est montée. Par ailleurs, l'autre remarque, c'est est-ce que ça vaut la peine de lutter? C'est évident qu'il y a toujours des hauts et des bas. J'ai connu tous les hauts et tous les bas. Ça vaut la peine de lutter pour des petits changements. Par exemple, juste la notion de déjudiciarisation. La notion de déjudiciarisation a été mise de l'avant par la Commission de réforme du droit du Canada en 1972 environ. Avant, c'est un concept qui n'existait pas. La Commission aussi, en 1972, a dit exactement ce que la Cour suprême a répété par la suite. L'emprisonnement doit être dans des cas exceptionnels. Il vaut la peine de se battre quotidiennement. Je trouve qu'actuellement, il n'y a pas assez de gens qui se battent là, pour faire des petits changements. Il faut penser aussi, par exemple, un changement qu'il y a eu, mais vous allez dire qu'il a été limité, l'emprisonnement des défaut de paiement d'amende. En 1970, la moitié des gens qui rentraient dans les prisons provinciales rentraient parce qu'ils n'avaient pas payé une amende. Et, bon, on s'est battu, il y a eu des changements, c'est pas parfait, et c'est jamais parfait, il faut toujours se battre de nouveau. Et donc, ça vaut la peine de prendre la parole et pour les citoyens et pour les professionnels de faire des recherches pour se battre, pour faire le changement. Tout en se disant que ce que vous allez gagner aujourd'hui, vous allez être obligé dans 10 ans de recommencer. Parce qu'on va reculer. Mais néanmoins, il y a eu des changements. Ça s'améliore lentement, mais il ne faut pas penser que parce qu'on fait un changement aujourd'hui,
que ça va durer tout le temps? Il faut recommencer dans 10 ans. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que je peux me permettre de poser une question ici avant une toute petite seconde? Il me semble me souvenir que le record en 1967 pour une peine de prison, c'était Pierre-Paul Geoffroy à la suite d'un vol d'une armurerie où il y avait eu 157 ans de prison. Et ça, c'était le record de l'Empire britannique qui avait été ici, donc pour un membre du FLQ. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on est rendu avec des peines cumulatives à l'infini? Qu'est-ce qu'on veut signifier? D'où ça sort, ça? Est-ce qu'on retourne au Moyen Âge où on avait des peines pour les animaux? Qu'est-ce que la société veut signifier avec ça? Pourquoi est-ce qu'on revient à ça? Difficile à répondre. Non, je vais essayer de répondre. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'on est vraiment dans un esprit de vengeance. On n'est plus dans une... non, il n'y a pas de problème. Il me semble qu'on est dans un esprit de vengeance, c'est-à-dire que les arguments qu'on entend derrière, c'est une vie pour une vie, donc c'est 25 ans par vie, donc on n'est plus du tout, on croit plus à la réinsertion sociale, on croit plus que l'individu peut changer, on croit plus que on est en train de tout jeter ce à quoi on a pu croire, et c'est vraiment une espèce de calcul juste dû. On est dans le mérite inflationniste, comme dit Pierre Landreville là, mais c'est vraiment, t'as tué une personne, donc c'est 25 ans minimum. On est vraiment dans cette idée, il faut faire payer à mesure du délit commis. Œil pour œil, dent pour dent. Et puis c'est vraiment une rétribution. Je te paye. Puis le pire, c'est que derrière, il y a une idée que je partage pas, mais qui va être défendue, de dire c'est plus juste, parce que si celui qui en a tué 5, il sort en même temps que celui qui en a tué qu'un, ben c'est pas correct, il a fait 5 fois plus de mal. Donc on va dans l'inflationniste en essayant de faire un calcul rationnel. On est presque dans une perspective néolibérale. Hop, t'as un salaire, t'es payé tant, ben t'as commis des délits, t'es payé tant. Presque, Il me semble que c'est ça qu'il y a derrière. Ah oui, ça me semble juste, madame. Puis ensuite, vous, puis ce sera, je pense, passablement nos dernières questions parce que le temps file. Merci. Joanne Wemmer, professeure à l'École de criminologie à l'Université de Montréal. Merci pour les présentations et les discussions. Une chose qui a été soulevée quelquefois sont les arguments économiques. Et je pense qu'on oublie souvent qu'ici au Québec, ce n'est pas l'État qui paye pour les services d'aide aux victimes. Ce sont les contrevenantes. C'est le Fonds d'aide victimes d'actes criminels qui est financé par les Sœurs Mondes, ici au Québec, qui finance les centres d'aide victimes d'actes criminels. Et je pense que c'est un enjeu important parce que ça veut dire que même l'État n'investe même pas au service d'aide aux victimes d'actes criminels. Important aussi parce que vous avez mentionné tantôt le haut taux de victimisation parmi les personnes détenues. Souvent les victimes d'agressions sexuelles dans le passé, victimes de négligence, d'abus, témoins de violences conjugales aussi pendant leur enfance. Et on sait aussi très clairement que les gens qui ont vécu plusieurs victimisations comme ça dans le passé, on parle de polyvictimisation, sont plus à risque d'être victimes de nouveau une fois qu'ils sont adultes, mais aussi à risque de commettre les actes criminels, de délinquance. Ainsi, la question se pose, est-ce qu'il serait plus sage que l'État prenne sa responsabilité par rapport à investir dans les services d'aide aux victimes et prévenir donc la criminalité plutôt que abandonner les citoyennes et ainsi forcer les pauvres, les contrevenants, donc de subventionner les services limités, très limités pour les victimes d'actes criminels. Question à vous donc. Je vais peut-être rebondir sur quelque chose qui va, en fait, qui parle de mes propres recherches, mais dans les rencontres, dans les entretiens que j'ai fait avec les femmes qui ont participé à ma recherche, moi, ce qui m'a frappé, et là, j'ai vraiment mon chapeau de travailleuse sociale, mais ce qui m'a frappé, c'est les non-rencontres avec des services sociaux à travers les trajectoires. Donc, c'est des entrevues très, très longues que j'ai fait, des rencontres très longues que j'ai fait avec les participantes. Donc, c'était vraiment des récits de vie. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, depuis la toute petite enfance, ces femmes n'avaient pas rencontré de soutien ni d'aide. Il n'y avait pas de service. Il
Il n'y en avait pas de service dans la toute petite enfance. Il n'y en avait pas de service à l'école. Elles en vivaient de l'abus à la maison, mais à l'école, ben, c'était pas la chouchou du professeur, puis elles se faisaient mettre à l'écart, puis elles n'en ont pas eu d'aide à ce moment-là. Elles n'en ont pas eu au secondaire non plus, elles ont décroché de l'école. Puis ensuite, ça a été différentes trajectoires, mais c'est tous les points de nos rencontres avant. Donc, je suis assez d'accord avec vous de dire oui, il y a tout un travail à faire en amont. Et c'est pas la responsabilité du système pénal exclusivement, mais de toute la société, de dire comment on se positionne en amont pour venir en aide très tôt dans les parcours de vie. Alors bonjour, mon nom est Geneviève Dauphin-Johnson. Je suis co-coordonnatrice au Centre des femmes de Laval. Je suis aussi organisatrice communautaire. Je suis responsable du comité Leclerc. Sandra est une des membres du comité Leclerc qui a parlé tantôt. Et puisqu'on a parlé beaucoup dans la période de questions de mobilisation, de paroles citoyennes, j'ai trouvé que c'était une superbe occasion pour vous parler de la CACIF. Alors en fait, vous devez être nombreux et nombreuses à vous dire, mais qu'est-ce que la CACIF? Mon Dieu, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est tout à fait normal parce que ça fait quelques semaines qu'elle est sur pied. Mais avec des acteurs et des actrices de poids. On a déjà parmi nous la Fédération des femmes du Québec, la Ligue des droits et libertés, notre centre et plusieurs autres centres de femmes, l'organisme Stella qui vient en soutien aux femmes travailleuses du sexe. Et on est réellement dans une campagne pour essayer de rejoindre davantage d'individus et de groupes qui sont intéressés à se joindre à la mobilisation. Alors en fait, le mandat de cette coalition, on s'est donné quelques objectifs, puis je ne veux pas aller trop dans le détail, mais globalement, l'objectif, c'est de surveiller les actions du gouvernement concernant l'incarcération des femmes au Québec, de mener des actions pour faire pression, et aussi des actions de sensibilisation sur l'incarcération des femmes auprès de la population québécoise, et finalement de se réseauter entre groupes et individus qui portent ces préoccupations et qui désirent agir sur l'incarcération des femmes au Québec. Alors, en fait, j'ai adoré l'intervention de Madame, j'ai oublié votre prénom, la première à côté de M. Nadeau. Oui, alors Madame Biron, j'ai beaucoup aimé vos propos concernant le courage. Et je me rends compte, moi je suis arrivée dans ce contexte de mobilisation au centre très naïvement et je me suis rendu compte que ça demande beaucoup de courage de travailler sur l'incarcération des femmes dans une perspective de mobilisation quand il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont la possibilité de le faire. Et je sens qu'il y a toujours une espèce d'épée de Damoclès en haut de la tête des gens qui désirent le faire aussi. Et je pense que ça prend cette force-là, cette force détermination, et je pense qu'elle est là à l'intérieur de nous, et qu'il suffit vraiment de se mettre ensemble et de passer à l'action. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle occasion de se rencontrer. Et si vous êtes intéressés après ce panel, ça me ferait vraiment plaisir qu'on prenne un moment pour parler, pour voir les possibilités de collaboration. Alors, je voulais finir avec cette note-là d'espoir et d'action pour... et aussi, je vais en profiter, Monsieur Nadeau, on cherche à faire publier une lettre dans le devoir. Alors, on pourra se parler peut-être après aussi. Avec plaisir, c'est fait pour ça. Ouais. Bon, alors, écoutez, elle a raison. C'est une occasion extraordinaire. C'est une occasion en or de pouvoir se retrouver ensemble, de pouvoir discuter. Vous pouvez échanger. Vous voyez qu'il y a des préoccupations qui sont communes. Je sens que notre maître de cérémonie va nous remercier. Et je la remercie d'être là. Et je vous remercie d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Merci infiniment, Monsieur Jean-François Nadeau, donc historien et journaliste au quotidien Le Devoir. On l'a tout retenu. Merci infiniment à nos conférencières, Catherine Chenet, professeure à l'École de travail social de l'UQAM. Monique Hamelin, auteure du livre Femmes et prison, édition du Méridien 1989.
Louise Langelier-Biron, professeure émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Marion Vacheret, professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Merci infiniment. Merci, mesdames, vraiment pour cette alimentation que je qualifie de richissime. Merci au public pour vos interventions judicieuses. Merci, monsieur Nadeau, pour cette animation menée vraiment, on peut le dire, de main de maître. Et merci pour cette dernière intervention. Je trouve que c'est extraordinaire qu'on termine ce segment sur cet appel à la solidarité en rappelant la nécessité de prendre des risques, de faire preuve de courage pour que cesse cette déshumanisation et qu'on ait un peu plus de bienveillance. On va maintenant prendre une pause, et j'en ai des frissons à m'écouter parler, c'est fou là. Pardon. Alors un appel à effectivement faire les choses autrement, regardons les choses différemment et avec plus d'humanité. Nous prenons maintenant une pause de 15 minutes et de l'autre côté, nous accueillerons la conférence de Madame Rosemary Barberet. À tout de suite.